Il n'y aura pas de Mars rouge. Mars rouge, on vient d'en parler, mais ça veut dire quoi? Se dirige-t-on vers un Mars rouge? Les supermarchés redoutent un Mars rouge dans les rayons. C'est le thème de la semaine sur RMC, les Français qui redoutent un Mars rouge. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un Mars rouge sur les prix? Eh ben ça y est, on y est. Mars rouge est là. Et Leclerc nous avait annoncé une potentielle augmentation de 15 à 40% sur les courses. Et 60 millions de consommateurs nous le confirment. Pour le même caddie, on va dépenser en moyenne 790 € en plus en un an. Et tout ça sachant qu'en 2022, on payait déjà 280 € de plus par rapport à l'année d'avant. Donc bon, au bout d'un moment, ça devient un peu lourd, non? Mais pas d'inquiétude. Bruno Le Maire nous assure qu'il n'y aura pas de Mars rouge. Bah oui, il veut pas trop qu'on s'énerve, hein. Il faudrait pas qu'on aille dans la rue, hein, qu'on veut changer le système. Alors il nous ment, et d'après lui, l'augmentation, elle sera pas aussi drastique, et on va s'en sortir d'ici l'été prochain. Après, ça serait pas la première fois qu'il nous ment, hein. Alors face à un gouvernement qui nie et qui n'arrange rien, et bah chacun fait comme il peut. Et quand t'as des prélèvements et des virements que tu peux pas éviter, hein, parce qu'il faut bien payer ton loyer, tes assurances, tes services qui te permettent de vivre, bah il te reste pas une grosse manœuvre d'ajustement, hein. Alors t'arrêtes les loisirs, tu limites la voiture si t'en as une, t'achètes plus de vêtements et ensuite bah tu remplis moins le caddie, tu manges moins. Les statistiques, elles donnent ce chiffre. On serait 25% à rogner sur nos dépenses alimentaires et à acheter des aliments de moins en moins de bonne qualité. En un an seulement, le nombre de gens qui a sauté des repas a doublé. Les 18-35 ans, on est 30% à pas manger de repas le midi. Et les gosses, ils sont aussi privés de repas. Alors que les parents, ils comptent parfois sur la cantine scolaire pour que leurs enfants aient quelque chose dans le ventre. Il y a plusieurs municipalités qui ont décidé de supprimer les entrées ou les desserts de leur menu pour réduire leurs coûts. Ou alors elles augmentent leur prix. Et pour pallier au manquement de l'État, on se tourne de plus en plus vers les assos. En 10 ans, sans rappeler le nombre d'SDF qui a doublé, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire, lui, il a triplé. Et quand ça suffit pas, on vole. La police, elle a recensé 14% de vols à l'étalage en plus que l'année précédente. Bon, ça représente que les plaintes déposées, hein, donc on peut imaginer qu'on est beaucoup plus nombreux à se glisser un truc dans la poche au magasin. Mais attention, hein, on vole pas n'importe où. On vole dans les grandes enseignes. Et on vole pas n'importe quoi parce qu'on vole surtout de la nourriture. Ouais, les profils des gens qui volent, il a évolué. On nous parlait déjà il y a quelques mois des étudiants et des retraités qui cachent une plaquette de beurre dans le fond de leur caddie. Mais les gens qui volent aujourd'hui, c'est aussi beaucoup des gens qui travaillent. Des gens à qui on a promis « Travaillez, vous pourrez emprunter, être propriétaire, être libre, être heureux ». Mais travailler aujourd'hui, ça suffit plus à gagner sa dignité. Oui, parce qu'on en est là, il faut gagner sa dignité. On en arrive quand même à un point où même la petite bourgeoisie, elle est en train de ressentir un espèce de déclassement. Elle dit au revoir à ses loisirs, en partie, à ses vacances, et même si elle est encore à l'abri de la pauvreté, le sentiment d'appauvrissement, il lui parvient aussi. Bon, peut-être que ça aura le mérite au moins de briser un peu plus le vieux mythe de la méritocratie, hein, qui laisse encore penser certains que ceux qui sont pauvres l'ont mérité. Ouais, tu sais, c'est qui travaillent pas ou qui font pas assez d'efforts. Non, travailler, ça ne suffit pas. Les pauvres, ils deviennent de plus en plus pauvres et surtout, ils sont de plus en plus nombreux. Et tiens, dans le même temps, les riches deviennent de plus en plus riches. Coïncidence ? Je ne pense pas. Parce que bon, Macron, il aura beau dire que c'est la guerre, c'est la faute de la guerre, alors que 1, l'inflation, elle avait déjà commencé en 2021, et que 2, c'est surtout à cause du système dans lequel on est et qu'ils entretiennent, lui et ses copains. Un système politique qui laisse délibérément la main aux financiers et qui les laisse spéculer à tout va sur des biens vitaux, genre la bouffe, le logement, l'énergie, et qui nous emmène en même temps dans la catastrophe écologique. Oui, parce que la guerre, la famine, les pandémies, pour nous, c'est des crises, mais pour les financiers, c'est une vraie opportunité de se faire du fric. Exemple. Les spéculateurs, ils ont vu qu'avec la guerre en Ukraine, il pouvait y avoir une crise du blé. Donc tout le monde sur le marché a voulu en acheter pour en faire du stock et le revendre plus tard. Résultat, les prix augmentent. Autre exemple, prenons l'énergie. Les sanctions contre le gaz russe, ils obligent l'Europe à acheter ailleurs. Et les marchés, ils en ont profité pour acheter massivement entre eux des titres de propriété de gaz, ce qui a fait exploser les prix et ce qui s'est répercuté sur les factures et le budget de l'État. En France, on a eu d'énormes augmentations sur les prix de l'électricité, alors qu'on n'a eu aucun problème de production électrique. Mais c'est juste parce que l'État a laissé le marché décider des prix. Et vu qu'on laisse Total tout faire sans jamais les taxer, ils peuvent faire des milliards de bénéfices sur le prix de l'essence sans jamais rendre de compte à personne. Et à chaque fois que le prix de l'énergie augmente, c'est tous les prix qui augmentent, logiquement. En fait, rien de tout ce qu'ils font est vraiment nécessaire, c'est juste un jeu pour eux.
À chaque fois, c'est eux qui misent sur nos vies. Et nous, on paie. Mais à quoi ils servent au juste ces financiers? Eh ben, à rien. Ils ne produisent rien. Les prix, on pourrait les fixer nous-mêmes et organiser nous-mêmes la production et la distribution d'énergie. Ce qui était le cas en France il y a quoi, 20 ans? En fait, on subit aujourd'hui une vague de privatisation. Et la Macronie, elle nous infantilise en permanence. Et en plus, elle refuse de pointer du doigt le responsable, la finance. Les financiers face à qui le pouvoir se met à genoux pour pouvoir s'endetter sur les marchés et financer les dépenses liées à l'augmentation des prix. Genre, tu sais, les chèques énergie et tutti quanti. Une augmentation des prix causés par les financiers eux-mêmes. Toujours les mêmes. Et donc, le déficit et l'endettement augmentent, ce qui est ensuite une très très belle excuse pour dire « Oh, on est en dette, il faut faire des économies ». Et puis comme ça, on justifie des trucs comme la retraite à 64 ans, par exemple. Mais l'État, il fait quoi, à ton avis, du fric qu'il emprunte au marché financier? Bon, il y a la lumière qui vient de s'éteindre. On va faire comme si c'était un choix stylistique, c'est parfait parce qu'on rentre dans le sujet, là. Et ben cet argent, il le file en grosse partie aux entreprises. Bon, nous, faut qu'on se dère pas pour pas être à découvert. 2023, c'est aussi l'année où le gouvernement a quand même réduit nos droits au chômage et conditionne l'allocation du RSA dans 18 départements à 15-20 heures de travail forcé par semaine, alors que 60% des personnes qui touchent aujourd'hui cette aide, c'est des personnes en grande précarité, des personnes handicapées, des personnes âgées sans retraite, entre autres. Bah oui, vous avez compris, il faut faire des économies et ça a quand même un coût assez important, ces 200 et quelques aides sociales. Mais par contre, oh là là, par contre, le gouvernement a développé pas moins de 2000 aides pour les entreprises. 2000. On se demande vraiment qui sont les assistés. Et ces aides, elles prennent différentes formes. Des exonérations, des abattements fiscaux, des apports en capital, des subventions à l'installation ou à l'investissement. En gros, les entreprises elles paient de moins en moins d'impôts et elles touchent de plus en plus de l'argent des impôts qu'on paye nous. Oui, et c'est légal. Et est-ce que vous saviez que ces aides, elles représentent sur le budget annuel de l'État 30%. Mais bon, vous me direz, pour sauver l'économie, il faut bien sauver nos petites PME, Oui, sauf que laissez-moi vous dire que pour une PME, naviguer au travers de ces 2000 subventions, c'est mission impossible. Tellement qu'il y a carrément des cabinets de conseil qui se sont développés. Ça a créé un business, quoi. Ces cabinets, ils font 80% du boulot administratif et ils récupèrent 10 à 20% de la subvention. Et c'est pas tout clean, Là, il y a un patron de PME qui le dit dans un article d'Alternative économique. Il y en a même qui vous explique comment faire en sorte que les dépenses non éligibles à une aide le deviennent. C'est clairement de la bagouille. Et donc, ça paraît quand même évident que ces aides, elles bénéficient assez peu aux petites ou moyennes entreprises. Et le magazine, il nous le confirme. Ces subventions, ces milliards, ils filent en grande majorité dans la poche des grosses entreprises qui, elles, ont les ressources juridiques pour naviguer tout ce bazar. Et c'est pas un hasard, Les gens au pouvoir, le gouvernement, il a choisi de ne pas conditionner les aides selon les ressources ou la taille des entreprises. Ils font vraiment en sorte que le système bénéficie aux plus gros, pour que ce soit les boîtes du CAC 40 qui touchent cet argent. Notre argent. Bon, après, quand même, tu me diras, ça peut pas être gratuit. Si le gouvernement, il file toute cette thune aux grosses entreprises, c'est bien l'échange de contrepartie. Oui, enfin bon, ça, c'est ce qu'on entend à la télé ou qu'on lit dans les journaux, que ces aides, elles vont permettre de relancer l'économie en augmentant les emplois, en rendant les entreprises beaucoup plus compétitives ou en les poussant à investir dans la recherche et l'innovation. Et pourtant, voilà la vérité. Ces aides, elles ne remplissent aucun de leurs objectifs. Elles sont inefficaces. Et on le voit bien à l'état économique de la France. Mais prenons quelques exemples. Le CIR, c'est le crédit d'impôt recherche. C'est une niche fiscale. Autrement dit, c'est la plus grosse réduction fiscale qui existe. Son objectif, c'est d'inciter la recherche et le développement. Et comment? En offrant un crédit d'impôt de 30% sur les dépenses en recherche et développement jusqu'à 100 millions d'euros. Et devinez quoi? Le crédit d'impôt recherche, il n'a aucun impact significatif sur la recherche et le développement. Comme c'est un cadeau, qu'il n'y a aucune contrainte pour les entreprises qui reçoivent ce crédit, on n'a aucun moyen de diriger leurs investissements et de vraiment mesurer l'intérêt général. Franchement, ça me fait rire, mais nerveusement. Parce que quand tu penses que pour le chômage, il faut aller se justifier toutes les semaines à Pôle emploi et prouver que tu cherches pendant plusieurs heures par jour un emploi qui n'existe même pas, mais les grosses entreprises, elles,
on leur file des milliards sans rien vérifier. Et encore une fois, ça ne sert pas à nos PME françaises, puisqu'il faut avoir un centre de recherche et développement, donc avoir plus de 250 salariés, ce qui concerne littéralement que 50 entreprises sur les 3 millions qui existent en France. Et ce crédit d'impôt-là, il nous coûte 7 milliards. 7 milliards. Oui, parce qu'en plus, je vous ai pas dit, c'est-à-dire que le CIR, il est calculé au niveau d'une société, ce qui veut dire que chaque filiale du même groupe peut bénéficier d'autant de crédits d'impôt recherche. Donc vous vous imaginez bien que ça y va. Il n'y a qu'à voir LVMH et ses 75 filiales qui développent plein de centres de recherche et développement. Mais la grande nouvelle, à part développer leur marketing pour bien rafler le pognon, ils ont toujours pas trouvé de grandes solutions à nos problèmes quotidiens. Oui, parce que ces 7 milliards, on pourrait les investir directement dans la commande publique, dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture ou la transition énergétique, par exemple. Sans contrainte, en gros, c'est Bernard Arnault et ses copains là qui décident de quoi faire de notre argent. Et ça délocalise, ça licencie, ça achète des médias et puis un petit yacht par-ci par-là. Alors que d'après des recherches universitaires, la meilleure incitation à l'innovation privée, elle passe par la commande publique. Donc par conditionner les subventions à des missions de service public. C'est ça qui fait des entreprises qui sont utiles et qui fonctionnent bien. Et c'est marrant parce que les pays arrivent bien à le faire avec des trucs genre l'armée ou les missions Apollo. Et ce crédit d'impôt, c'est qu'un exemple. On peut aussi parler d'une autre aide, le taux de TVA réduit, qui crée un manque à gagner de 1,4 milliard d'euros et qui est censé inciter à la rénovation énergétique des bâtiments. Alors qu'en vrai, ça entraîne seulement des rénovations qu'on appelle monogestes, avec juste la rénovation des fenêtres, ou juste la rénovation de l'isolation, et rarement de tout à la fois. Donc, c'est ni efficace pour atteindre les objectifs de basse consommation, et ni pour sortir les gens de la précarité énergétique. Mais par contre, ça profite aux plus riches, qui peuvent aussi en bénéficier pour leur résidence principale ou secondaire, puisque c'est sans condition de revenu. Super. Ah, et le CICE. Comment ne pas parler du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi? Le gouvernement, il dépense 22 milliards d'aides par an pour créer de l'emploi. Donc, sur une période de 5 ans, donc pour 100 milliards de notre argent dépensé, vous savez combien d'emplois ça a créé ou sauvegardé? 120 000. Alors que pour créer de l'emploi, on pourrait par exemple utiliser ces 100 milliards pour subventionner une réduction de travail à 32 heures. Une mesure qui créerait des centaines de milliers d'emplois et qui pourrait soutenir des entreprises qui en ont besoin. Et comme ça, tout le monde est content. Bon, après, si c'est pas assez, on peut toujours rajouter à ça les 100 milliards d'évasion fiscale des riches par an. Donc voilà, le gouvernement, il subventionne à mort les grandes entreprises. Et en plus, cette part d'aide, elle n'a fait que d'augmenter à travers les années. En 2007, le gouvernement, il filait 65 milliards aux entreprises. En 2018, c'était 140 milliards. Ça a doublé en même pas 10 ans. Comme le nombre de SDF dans la rue, tiens. Mais bon, vous allez me dire, on a eu la crise de 2008, la crise de 2016, le Covid. Comment qu'il a fait le gouvernement, en plus de l'endettement, pour trouver tout cet argent? Bon, déjà, il a fallu augmenter la fiscalité, et pas celle de Bernard Arnault. Non, notre fiscalité à nous, la fiscalité des ménages, et notamment à travers l'impôt sur le revenu. Ce qui veut dire qu'on nous a pris de plus en plus de thunes. Et ça, c'est hyper visible sur ce petit graphique. En rouge, on voit notre contribution qui n'a fait que d'augmenter. Et en bleu, celle des entreprises qui n'a fait que de baisser. Les entreprises privées, elles contribuent de moins en moins à l'effort collectif, elles se gavent et elles sont devenues en 40 ans accros aux aides publiques. Et peut-être que ça a encore l'air de rien pour vous comme ça, mais ce graphique, il explique beaucoup des galères d'argent qu'on a tous rencontrées ces dernières années. Et c'est pour ça qu'il y a une si grande porosité entre les membres du gouvernement actuel, comme précédent, et les entreprises privées. Un ministre ou même un président aujourd'hui, il se reconnaît au fait qu'il a travaillé dans une boîte privée ou qu'il y finira sa carrière. C'est vraiment une mafia. Une mafia qui nous prend toujours plus d'argent pour se les mettre dans les poches, parce qu'il y a toujours un bon prétexte. Il y a le chômage, la crise écologique, énergétique, comme si tout ça tombait du ciel. Et malgré les promesses, donner de l'argent aux entreprises, donner de l'argent aux milliardaires pour qu'il y ait de l'investissement, de la recherche, des emplois, des richesses, non. Que nenni. Maintenant, on le sait que ça, c'est que des bobards pour nous endormir. Ça fait des décennies que ces gouvernements, ils ont toujours pas réglé nos problèmes. Alors que c'est leur boulot, et qu'en échange d'un bulletin de vote, on leur a confié les clés de la maison. Mais non, nos problèmes, ils ne font que de les creuser. Ils sont de plus en plus riches, on est de plus en plus pauvres. Pauvres individuellement, collectivement. Il y a moins de bouffe dans le frigo, et il y a moins de médecins, moins d'écoles, moins de trains.
Et tout ça, c'est pas une coïncidence. Bon, ça n'empêche pas qu'on kiffe la vie, hein, parce qu'il y a les potes et les amis. Mais on pourrait se passer des galères, du stress, de la faim, du froid et de l'angoisse permanente. Cette galère qui résulte du système de distribution des richesses qu'ils organisent. Et si l'on est de plus en plus pauvre, c'est parce qu'ils nous prennent notre argent, se le gardent pour eux et nous volent par ailleurs notre temps. Parce que vous savez quoi? On est là et on va pas se laisser faire. Il faut pas qu'on se laisse faire. Alors prenez la parole, expliquez vos galères, qu'on sache que nos galères, elles sont pas individuelles, c'est leur décision politique. Alors on peut tous se mettre d'accord pour les dégager et gouverner nous-mêmes. Donc prenez la parole, faites en sorte que ça déborde, que ce qui a commencé le 7 et même avant continue. On va y arriver, on est là, on se donne de la force. Si vous avez besoin d'autres arguments, vous pouvez voir nos autres vidéos. Et voilà, force. Ouais.